Bienvenue à cette nouvelle session de Frites and Science créée par Daily Science et Patatac. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cécile Chérin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes muséologue au Musée des Sciences Naturelles à Bruxelles, très connu pour notamment ses très grands dinosaures. Vous étiez aussi auparavant chercheuse au FNRS. Peut-être la première question que je voudrais vous poser, comment est-ce qu'on passe de chercheuse au FNRS à muséologue? Par le coup du hasard et par une envie. J'avais une envie qui était de passer dans quelque chose de plus proche du public. La recherche, j'aime beaucoup, j'y ai passé à peu près 10 ans, mais voilà, je trouvais qu'il y avait ce lien avec le public, la transmission de ce qu'on fait dans les labos, de ce qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas. Vers le public, c'était pas évident. Et il se fait que par hasard, à un moment, le musée a cherché quelqu'un pour faire un contenu scientifique d'une expo, et je suis arrivée au musée pour 3 mois. Qui ont été prolongés, et j'y suis toujours 21 ans. Et en quoi consiste le métier de muséologue? Alors dans mon cas, je suis vraiment dans le développement d'expositions, à savoir je cherche le contenu, on me donne une thématique, on me donne un public, et moi je vais rassembler les informations et scientifiques et les personnes qui peuvent m'aider à compiler ça sous forme qui va être compréhensible. Il faut bien se rendre compte que d'un côté, je continue à lire des articles scientifiques et à côtoyer des scientifiques, mais je dois digérer ça pour le transmettre au public. Il faut déjà définir le sujet, parce que quand on dit on va parler des ours, c'est très bien, mais c'est très vaste. Ensuite, trouver comment on va centrer notre sujet et de la définir des messages qu'on veut faire passer, pourquoi on veut faire passer cela et comment on les fait passer. Et donc là, il y a vraiment tout un échange avec les scientifiques pour vérifier ce qu'on va raconter, pour nous orienter parfois sur des sujets ou des anecdotes qu'on connaît moins bien, et puis surtout pour vérifier, valider ce qu'on va raconter. Ça prend combien de temps en général de créer une exposition? Alors quand on crée une exposition temporaire, il faut savoir que chez nous les temporaires restent 10 mois. Créer une temporaire, c'est entre 18 mois et 2 ans de travail. Quand on les accueille, c'est-à-dire que c'est fait ailleurs, on la prend chez nous, on l'adapte à notre public, c'est une bonne année, entre 10 mois et une année. Maintenant, quand vous faites une salle permanente, du genre d'année vivante ou les dinos, c'est des années de travail. D'accord. Et vous êtes occupé d'une toute nouvelle exposition temporaire qui est en ce moment au Musée des Sciences Naturelles, qui s'appelle Luminopolis. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette exposition? Alors Luminopolis, c'est un petit peu un extraterrestre dans notre programmation. C'est vraiment, un escape game adapté à une salle de musée. Et ensuite, on n'est pas centré sur un animal, sur un ordre du monde animal. Pour une fois, on a vraiment choisi d'être un peu décalé à nos habitudes. On a choisi la vue et à travers la vue, on a choisi la lumière. Il faut savoir que c'est une expo qui existait. C'est un centre en France, Film Science qui l'a développé. Mais on s'est dit, le fait d'apprendre sur la lumière, de revoir des informations sur la lumière, puisque l'œil est impliqué, la physiologie est impliquée, notre rythme de vie est impliqué à travers la longueur des jours et de la lumière. On s'est dit, tiens, ça c'est une expo qu'on peut prendre chez nous, avec un concept tout neuf, l'escape game. On avait envie d'en faire depuis longtemps. Ça n'est pas l'escape game comme vous pouvez en avoir partout dans le pays ou ailleurs, mais c'est vraiment drivé de là. Vous prenez votre tablette, vous allez faire un parcours en 1 heure, et puis vous avez X mots à trouver, et vous recevez un code de sortie ou pas. D'accord. Et vous avez déjà participé vous avez déjà créé des expositions peut-être sur le mode de l'escape game, ou c'est une première? Alors c'est une première, on a vraiment envie de la créer de A à Z, c'est-à-dire qu'on nous donne un sujet et qu'on la développe. Là ça n'est pas tout à fait possible, mais puisqu'il y en a une qui existait sur une thématique qui nous intéressait, on s'est dit celle-là on la prend et on essaye. De voir le retour du public, l'expo vers mi-octobre, voir le retour du public ça marche bien, c'est sympa. Évidemment c'est un autre apprentissage que ce qu'on fait d'habitude. Puisque finalement, quand je choisis moi-même, je l'ai fait avant que je vienne à Bruxelles, tester cette exposition, ça a évidemment l'envie d'être dans l'heure et de trouver un maximum de mots devant le code de sortie. Et donc on ne va pas lire tous les panneaux et on ne va pas chercher toutes les explications. N'empêche, parfois on cherche l'info en effet dans les textes qui sont là, puisque quand même on reste avec des textes. Mais vraiment il faut y aller à l'intuition, à la collaboration, à la déduction, à l'observation. Donc il y a vraiment un travail d'équipe qui fait que en partageant les connaissances, de toute façon, on fait la circulation, si on apprend quelque chose. Ça s'adresse à quel public, cette exposition? Alors là, on est vraiment dans le familial, les jeunes adultes et plus âgés aussi, évidemment. Évidemment, il faut déjà savoir lire.
c'est plus simple. Alors, on accepte à partir de 6 ans, mais avec des parents, c'est quand même l'idéal pour pouvoir comprendre les jeux. Tout se fait de manière très intuitive, y compris trouver le mode d'emploi. Donc, il faut vraiment il faut oser. Les adolescents, évidemment, à l'école secondaire, ça marche très bien. On a eu des groupes tests avec des jeunes gens de 35 à 40 ans. Ils n'ont pas été plus rapides qu'un groupe de filles de 11 ans. Simplement, voilà, un public très différent, une approche très différente. Des adultes qui viennent aussi, et pour eux, on a vraiment prévu le parcours sans chrono. Donc, vous pourrez le faire en plus qu'une heure si vous voulez. Parce qu'évidemment, chaque public a une envie d'approcher ça à sa manière. Les ados jouent énormément, les filles vont énormément jouer. Les jeunes de 35-40 ans voulaient tout lire, tout comprendre. Et les personnes plus âgées, souvent elles aiment bien lire pour essayer d'expliquer le jeu qui sont. D'accord. Donc un peu tout le monde. Ça a l'air très intéressant. Alors la lumière, bien sûr, pour voir, mais si on a envie d'expliquer peut-être qu'est-ce que la lumière a comme impact pour nous en tant qu'être humain ou comme un organisme vivant, quelles sont un peu les thématiques sur la lumière qui sont abordées dans cette exposition? Alors c'est vraiment la lumière dans le sens général. On rappelle un petit peu comment l'être humain vit, voit plutôt, et donc il y a vraiment un petit peu de physiologie. Aussi l'impact de la lumière sur le rythme de vie. Toute notre société est basée sur le fait qu'on a un jour et une nuit, mais tout le corps aussi fonctionne en fonction du jour et de la nuit. Il y a des choses qui se passent la nuit qui ne se passent pas le jour, mais inversement. À côté de ça, il y a aussi tout l'impact de la lumière dans la nature. La lumière est importante pour le vivant, en fait. Les organismes, les tout premiers qui ont fait la photosynthèse, ont eu un enrichissement d'oxygène, mais la photosynthèse avec aussi que s'il y a la lumière du soleil. Et donc il y a là tout un côté biologie, fonctionnement général du vivant, qui évidemment touche très fort à les sciences naturelles. Mais à côté de ça, évidemment, on rappelle quand même que la lumière, c'est une onde électromagnétique, qu'il y a ce que nous on voit et il y a tout ce que d'autres animaux voient autrement que nous, avec d'autres couleurs, avec d'autres gammes, une onde visible très limitée. Quand on voit la lumière, c'est des ondes communes, et ce que nous on voit, c'est très limité. Et donc il y a là toute une approche tant sur la physique de la lumière et des couleurs, que sur les phénomènes physiques, que sur l'impact de la lumière dans la société, que sur le monde vivant. Donc vraiment, on a fait un panel d'approches pour mieux que sur la lumière et la couleur. Ça a l'air particulièrement intéressant. Si on revient à votre travail de muséologue, ce n'est probablement pas la première exposition que vous réalisez, vous en avez déjà fait beaucoup au Musée des Sciences Naturelles. Alors moi je suis là depuis 2001 et je suis arrivée pour une toute première exposition qui était la toute première du compte en coproduction du musée. Et donc voilà, ça c'était vraiment déjà un sacré défi. À ce moment-là, j'étais vraiment dans le contenu scientifique. J'étais beaucoup moins comme maintenant dans la démarche de ok, ça c'est un message qu'on va passer, quelle vidéo on fait, quel film on fait, quel livre on cherche, est-ce que c'est tactile, est-ce que c'est à voir, est-ce que c'est à regarder, est-ce que c'est à écouter. Donc voilà, c'était beaucoup moins. Et puis bah oui, enfin voilà, il y a eu les Jeux Olympiques qui est aussi itinérante, c'était facile, il y a eu notre musée quand même qui a très bien fonctionné au musée, il y a eu bébés animaux qui était aussi temporaire pour les tout petits non lecteurs, et là c'était vraiment un choix. Et puis évidemment il y a quand même les rénovations des salles, en 2005 il y a eu l'espace des dinosaures qui était fait, et puis maintenant en 2020 on a quand même fait le Planète Vivante qui marque la fin d'une toute grosse rénovation, un programme de 20 ans de rénovation. Et donc on n'est plus du tout au musée poussiéreux, encore un peu poussière, mais on n'est plus dans les vieilles présentations de Là, on est vraiment passé dans quelque chose d'interactif et beaucoup plus proche. Un point qui est très important pour le musée, c'est apprendre en jouant. Et donc en manipant, on n'est pas dans le jeu, la pleine de jeu, mais on est vraiment dans je manip, je suis en interaction, je prends une posture qui m'implique dans une découverte. Et à côté de ça, on cherche quand même une certaine proximité. Il n'y a pas les animaux dans leur boîte et nous. Donc on essaye tant possible d'éviter les cris. Parfois, c'est juste pas faisable. Parfois, il y a des pièces qu'on ne met pas aux yeux du public parce que c'est trop délicat. Mais vraiment, c'est vraiment l'idée de, dans le monde vivant, il n'y a pas eux et nous, on est tous ensemble. Et ça, c'est vraiment des démarches chères en musée. D'accord. Et est-ce qu'il y a des challenges en tant que scientifique de pouvoir expliquer, vulgariser la science sans trahir la rigueur scientifique? Comment est-ce qu'on fait le partage entre l'exercice de la science et puis la transmission de la science? Est-ce qu'il y a des challenges? Est-ce qu'il y a des problématiques, des difficultés spécifiques à cet exercice? Oui, heureusement que en Belgique, ils connaissent pour le compromis. Il y a évidemment une formation scientifique et donc quand je lis les articles, ça me paraît souvent très clair. Je discute avec les collègues de l'Institut qui sont pour la plupart des chercheurs, parfois avec des chercheurs qui sont à l'extérieur aussi. Donc vraiment,
chaque thématique, on va chercher les personnes qui connaissent bien le sujet. Ensuite, il y a tout un travail de nettoyage. Qu'est-ce qui est important à dire en public et qu'est-ce qui est montrable? Parce que parler sans pouvoir montrer, c'est délicat. Et montrer des choses qui sont trop petites et donc peu impactantes, c'est délicat aussi. Donc on a vraiment notre contenu. Il y a tout ce travail de traduction dans un langage vulgarisé, on va dire, mais ça doit être vraiment rigoureux. Et donc il y a un échange comme ça entre les scientifiques et la personne qui écrit. Et après ça, il y a des grandes discussions sur le mot là, je ne suis pas d'accord, mais si je dis ça, le public ne va pas comprendre. Sans tomber dans l'excès inverse qui serait de se dire ouais, mais ça c'est un concept difficile à expliquer, on l'enlève. Donc ça on évite. Et voilà, c'est vraiment un aller-retour qui est frustrant pour les scientifiques qui trouvent qu'on n'a jamais été assez pointu, et parfois frustrant pour les gens qui lire les textes parce que c'est pas toujours simple de tout comprendre. Et donc voilà, c'est vraiment un aller-retour, mais c'est vrai pour les textes et c'est vrai pour tout ce qui est développement multimédia par exemple. Dans la dernière expo salle publique qu'on a fait, salle permanente, il y a des petites vidéos, enfin c'est pas des vidéos, c'est plutôt des animations, où on a fait un choix, c'est par l'image qu'on comprend et qu'on apprend une évolution dans le temps. J'ai montré toutes les images à un chercheur chez nous, il dit oui mais là tu vas dans la mangrove, non ce détail là ça va pas, c'est pas le bon animal, c'est pas la bonne zone, on fait plutôt comme ça. Et donc ça peut aller loin dans l'échange et dans la correction qui va avec évidemment. Mais de manière très claire pour nous dans le processus, on a vraiment besoin de l'accord des scientifiques sur ce qu'on raconte. Ça, c'est vraiment important. D'accord. Et vous avez déjà eu parfois des choses qui étaient trop techniques pour le public, ou alors justement pas assez techniques, qui étaient trop vulgarisées? On a parfois dans les commentaires des visiteurs, on trouve que le niveau, c'est rare, je dirais, hein, ça nous est arrivé d'avoir on voudrait que ce soit moins vulgarisé. Donc, on voudrait qu'il fasse un niveau de lecture pour les adultes et pour les autres, pour les enfants. C'est très délicat. Hein, on sait très bien que les textes doivent être courts, concis et faciles à lire. Et donc de là à avoir deux niveaux, ça devient compliqué. Il y a des expos où ça a vraiment bien marché. Dans Meurtre au musée, le visiteur faisait une enquête à la place d'un policier. Et là, on avait fait vraiment un jeu de différents niveaux de lecture. Et quand le visiteur prenait la peine d'ouvrir un tiroir, une armoire, ou un drap, il avait de l'info en plus. Et donc celui qui voulait aller loin dans la démarche pouvait. Et ceux qui voulaient se contenter de choses légères, elles étaient là sous les yeux. Donc voilà, il y a des sujets qu'on évite parce que c'est difficile à expliquer. Je me rappelle d'un chercheur qui voulait absolument qu'on fasse une exposition sur les ostracodes, des microscopiques, la tête d'une épingle. Je comprends, et c'est vraiment pas facile. Donc ça, c'est une thématique, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé la solution pour pouvoir parler de ça. Et puis on essaie aussi d'avoir des sujets qui sont impactants, ou en tout cas intéressants pour les visiteurs dans le sens le changement climatique, le changement de la planète, voilà, c'est une thématique de tout le monde. Là où c'est vraiment délicat pour nous aussi, c'est de trouver quelle approche on prend. Est-ce qu'on va dans la dramatisation? Est-ce qu'on va dans le bisounours? C'est pas notre mission. Nous, c'est donner les faits et une lecture scientifique validée par les chercheurs sur le musée de l'extérieur. Et voilà, on va rester dans quelque chose qui intéresse le public, qui impacte son quotidien finalement. Et voilà, on essaie de trouver là-dedans quelque chose qui se profile. Et alors, outre toutes ces discussions avec les scientifiques pour créer une exposition, est-ce que vous êtes en contact avec d'autres types de métiers pour créer une exposition? Alors inévitablement, qu'on a défini la thématique et qu'on a un peu une idée de comment on va aborder ça, on a tout un contact avec les différents services du musée, les scientifiques et évidemment tous les services éducatifs, les services de communication. Il faut pouvoir porter les messages de l'expo qu'on va faire, et donc là, la communication, elle est quand même fondamentale. Et les services éducatifs, on essaie quand même de trouver à les satisfaire, tant dans les espaces dont ils ont besoin que. Est-ce qu'on peut avoir l'espace là dans le petit local qui peut être le dispositif quand on reçoit un cours scolaire, etc. Intéressant aussi pour nous de savoir, tiens, si on approche ces thématiques par cet aspect-là, est-ce que ça convient ou pas? Il y a des expos qui s'y prêtent moins. Et parfois, simplement dans la discussion avec eux, on se rend compte de tiens, ouais, ok, ça, si on prend cette approche-là, ça ne va pas être parlant en gros, si on prend cela, ça sera plus facile. Je me rappelle que pour notre musée, notamment, une première discussion, le responsable du service éducatif à l'époque disait je ne sais pas comment faire. Et il a suffi qu'on décline nos messages, mais oui, parce que tu as la bonne médecine légale, tu peux parler d'anatomie, là tu as les empreintes génétiques, tu peux parler d'ADN, là tu as ceci, là tu as ça. Et finalement, il s'avérait que cette expo était assez sympa aussi du côté éducatif.
Donc voilà, il y a vraiment des discussions comme ça avec les différents services occupés dans la partie publique, en fait, simplement. D'accord. Et si une exposition prend un an, je suppose que vous êtes déjà en train de préparer l'exposition suivante, les expositions suivantes. Il y a déjà plusieurs expositions qui sont dans le pipeline, en effet. Alors, une des premières, ça va être sur les géants. Tous ces animaux d'immense taille qui ont disparu, qui sont encore là pour certains. Et donc ça va être aussi quelque chose où le visiteur va être confronté à des animaux, mais à réel. Donc on doit faire des bons choix pour pouvoir les mettre dans la salle, mais aussi permettre aux visiteurs de se rendre compte, tiens, par rapport à cette bête, je suis tout petit, voir comment je fonctionnais, quel était leur milieu, voilà, ça c'est déjà un des trucs qui suit. Et puis on a déjà des projets sur, il y a plein de thématiques. Il y a le côté sauvage, il y a le côté alimentation, il y a le vol qui est quelque chose quand même très parlant pour l'être humain, on a toujours très évolué. Donc voilà, on ne manque pas d'idées, ça c'est certain. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Madame Gerin, d'être